Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Willy Decourty. Bonjour. Bonjour. Votre dernière prestation de bourgmestre est aujourd'hui maintenant sur notre plateau. Tout à fait. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Hier, c'était votre dernier conseil communal. Mais c'est évidemment un changement qui s'annonce assez brutal et radical. J'ai vécu une semaine pleine d'émotions puisque j'ai reçu des hommages un peu partout, le conseil de police, la conférence des bourgmestres, toute l'administration réunie au Cirque Bouglione et hier le conseil communal avec la police du district d'Ixelles qui m'a rendu hommage. C'était évidemment assez émouvant. Comment on se sent? C'est quoi le sentiment qui domine? Vous savez, je ne pars pas pousser dans le dos parce qu'il y a 3 ans, quand on a signé les accords, il y avait un engagement de ma part. La moitié du mandat, je cédais l'écharpe à Dominique Dufourny. Donc l'échéance était connue, je m'y suis préparé psychologiquement. Ouais. Mais ça faisait quand même 15 ans que vous étiez à la tête de la commune, donc on a quand même un sentiment à ce moment-là qui domine. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'amertume quand on va quitter un poste important et que j'aimais beaucoup. C'est vraiment le plus beau poste que j'ai occupé dans toutes mes fonctions politiques. Mais je me suis préparé aussi à... Vous savez, on clôt un chapitre, on en commence un nouveau. Et donc, il faut déjà se projeter dans l'avenir. Être bourgmestre, est-ce que c'est vraiment le top? Parce qu'on a vu beaucoup d'hommes politiques qui étaient ministres, qui abandonnaient leur mandat pour se consacrer à une commune. C'est vraiment le top? Pour moi, oui. Enfin, je n'ai jamais été ministre, mais j'ai quand même été parlementaire, conseiller provincial, etc. C'est pour moi la plus belle fonction parce qu'elle est... Vous êtes le centre de l'intérêt, des intérêts de la commune. Vous prenez le pouls de la population au quotidien avec les aspirations, les exigences, les difficultés. Et je pense qu'on a aussi le sentiment, et on a quand même quelques possibilités d'aider les gens. On a un pouvoir d'action immédiat. Oui, voilà. Et vous pouvez voir finalement ce que vous avez fait. Et c'est important. Avec des frustrations, bien entendu. Votre fierté principale sur ces 15 ans, un élément? D'une manière générale, un élément, je dirais qu'Ixelles s'est transformée fondamentalement et qu'elle est devenue une des communes les plus recherchées, les plus à la mode. Donc c'est un ensemble de faits qui ont convergé pour aboutir à cette situation. Et votre échec, la chose que vous n'avez pas réussi à mener à terme? Oh, un échec. Mais c'est un échec qui sera, je dirais, quasi permanent, dont je ne porterai pas nécessairement la responsabilité, c'est le problème du logement. Il faudrait 10 fois plus de logements moyens et 10 fois plus de logements sociaux pour répondre véritablement aux besoins de la population. Donc c'est un effort permanent qui a été entrepris, qui a été accentué parce qu'on a quand même pu vraiment apporter sur le marché des nouvelles habitations, des habitations rénovées, mais il faut continuer. Donc ce n'est pas un échec, mais je dirais que c'est une fatalité. Alors un dossier qui était important, c'est celui de l'îlot communal. On a posé la première pierre de la dernière étape cette semaine, l'îlot communal qui va accueillir les services communaux. Ça vous avait opposé fin de la législature précédente avec votre échevin des finances qui disait non, ça coûte trop cher, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il en est? Mais ce qu'il en est, c'est que le collège a tenu bon. Il a estimé que de toute façon, les récriminations et l'opposition de M. de Clipel n'avaient pas beaucoup de sens. Et donc, on a continué. Mais c'est un dossier qui a pris une ampleur particulièrement difficile. Et c'était un enjeu électoral, puisque ça aboutit à la scission d'une partie du MR à l'époque. M. de Clipel a quitté avec 2 ou 3 personnes. Et donc on est allé aux élections, ça a fait du dégât effectivement, aussi bien du côté MR que de mon côté, puisque le PS a perdu un siège à ce moment-là, et je pense qu'il y a une grande responsabilité à ce moment-là dans l'approche de ce dossier. Et finalement, M. de Clipel a réintégré la bergerie libérale, et le FDF, lui, est entré dans la majorité parce qu'on avait besoin de quelques voix supplémentaires. Ouais, mais est-ce que ça a mis à mal les finances communales? Elles n'étaient pas très bonnes à l'époque, on sait que c'était difficile. Là, l'opposition CDH-Écolo vous reproche de mener une politique d'austérité à Ixelles. Mais une politique d'austérité, d'abord, on n'est pas les seuls. Ce n'est pas une vraie politique d'austérité, c'est une politique de prudence. On n'est
parvenu à faire remonter les finances communales pour arriver plus ou moins à l'équilibre, pas tout à fait, mais plus ou moins. Mais il n'y a pas de drame social. On a simplement décidé que certains départs naturels du personnel ne seraient pas remplacés. Mais ça correspond aussi à toute une procédure, tout un processus de refonte de l'administration qui était assez pléthorique. Et donc, on réorganise tout. Et je vous dis, il n'y a pas de drame social. Et alors, c'est vrai qu'on a fait des économies dans notamment les budgets de fonctionnement et les budgets de transfert. Ça, c'est vrai. Alors, un autre dossier qui a marqué ces 15 années, c'est le fameux chantier de la place Flagey, la construction de ce bassin d'orage régional en dessous. Alors, pour beaucoup de commerçants de la région, quand on parlait chantier sur une place, après, c'était « Ah non, pas comme à Flagey ». Ce chantier, je crois, a duré à peu près 8 ans. Quel est le bilan aujourd'hui ? Aujourd'hui, la place Flagey, c'est l'endroit à la mode. C'est une place qui a revécu, qui est vraiment terriblement fréquentée, et c'est très bien, parce qu'au départ, c'était une place qui était tout à fait morte, il faut dire. Ça servait de parking et ça servait de parking, il n'y avait plus... Les commerces vivotaient, parce qu'à l'époque, les commerçants n'osaient plus investir, puisqu'on annonçait des travaux depuis des années, et donc, un jour, ces travaux ont commencé, ils devaient durer 4 ans, ils ont duré 6 ans, et c'est vrai que pour certains commerçants, ça a été dramatique. Ouais, c'est un dossier qui vous a affronté à la région à plusieurs reprises sur l'histoire du parking qui est au-dessus de ce bassin d'orage. Des relations difficiles avec la région ? Mais c'est toujours difficile quand on a des relations, quand il faut défendre des intérêts locaux, et la région évidemment a ses logiques, en plus c'est elle qui finançait, donc il fallait trouver évidemment un consensus. Mais ce qui était aussi important, c'est que en tant qu'échevin des travaux, auparavant, j'avais entamé toute la rénovation des collecteurs de la rue Grès pour diminuer les risques d'inondation. Et les ingénieurs avaient dit qu'il faut terminer par un bassin d'orage à la place Flagey. Donc ça, c'était prévu. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on estimait. Et s'est posé alors la question du parking, puisque c'était plus la mode de garder des véhicules en surface et plus personne n'en voulait, ce qui était normal. Et donc, l'idée, c'était de profiter du creusement du bassin d'orage pour aménager ce parking souterrain. C'est un dossier très lourd, très compliqué, à tout point de vue. Et bon, ça, évidemment, il y a eu quelques frictions avec la région, mais finalement, on a abouti. On s'en souvient. Alors, le PS est au pouvoir à la région depuis bien longtemps, et vous, on vous a vu souvent quand même en franc-tireur par rapport à des choix régionaux. C'était le cas, par exemple, pour le tram 71. Oui. Pourquoi ? Il y a un bourgmestre qui a dit, lors d'un hommage qui m'a été rendu, que il a cité une phrase d'Achille Chavet, que je suis un Sioux qui refuse toujours de marcher en file indienne. Donc j'ai toujours eu une forme d'esprit d'indépendance. Je n'ai pas de révolte contre mon parti, mais à un moment donné, quand j'estime qu'il y a des intérêts que je suis tenu de défendre, en tant que bourgmestre par exemple, voilà, j'ai quand même pris une certaine assurance. Est-ce qu'on ne sacrifie pas des intérêts régionaux à des intérêts trop locaux dans ces cas-là ? Mais les intérêts de la région, c'est que ça marche aussi au niveau local. Je crois qu'il faut sortir de cette idée qu'on est antagoniste. Évidemment, la région, elle a ses subventions, elle a ses programmes, elle a ses priorités. Mais la commune aussi, il faut essayer de trouver l'alliance des deux intérêts, c'est primordial. C'est comme la STIP. La STIP, elle a ses préoccupations. On a renoncé au tram 71 dans la chaussée d'Ixelles. Oui. Vous aviez annoncé des réunions avec la région pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il en est pour l'instant ? Mais on est au début de... C'est quoi la piste principale ? Mais la piste principale, c'est d'essayer de toute façon de trouver des solutions pour que la vitesse du bus soit améliorée, ou la vitesse et fréquence. Et donc, il y a des pistes qui sont à l'étude à l'heure actuelle, dans un groupe de travail qui réunit des représentants de la commune et des représentants du cabinet de Pascal Smet. Mais c'est vraiment le tout début. Tout début. Alors, autre gros dossier, c'est celui de la police. Vous avez participé au Conseil régional de sécurité quand on était en niveau 4. Vous comprenez les critiques qui ont été faites par le fédéral en disant c'est la région qui a remis des couches et qui a poussé à fermer des centres commerciaux ? Est-ce qu'il y a une surenchère entre les bourgmestres ? Écoutez, non, il n'y a pas eu de surenchère entre les bourgmestres et les 19 bourgmestres ont travaillé vraiment la main dans la main. On a adopté des mesures tout à fait communes. Il n'y a eu aucun problème et aucune difficulté entre nous.
Mais à partir du moment où nous apprenons qu'il y a un niveau 4, que les grands rassemblements sont visés, que sur le plan territorial, c'est le centre-ville, la ville de Bruxelles, et l'eau de la ville, donc c'est-à-dire la partie ixelloise, qui sont principalement visés, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai rencontré Yvan Mayer, bourgmestre de Bruxelles, et ensemble on a dit on va prendre des mesures de sécurité, et on n'a rien interdit. On a recommandé aux salles de spectacle, au théâtre, au cinéma, centres sportifs, on a recommandé d'être vigilants et éventuellement de fermer. Ça a été, au début, c'était les recommandations. Et puis est venue après la décision de Mme Milquet de fermer les écoles. Jamais les bourgmestres n'avaient songé à fermer les écoles. Ça n'a pas été évoqué. Ça n'a pas été évoqué puisqu'on ne nous a rien demandé. Mais à partir du moment où Mme Milquet lance l'idée qu'il faut fermer les écoles, vous comprenez que les parents tout de suite sont inquiets et qu'on ne pouvait pas dire « Ah non, ça n'a aucune importance ». Donc les bourgmestres ont dû embrayer. Et alors on a été, et ça c'est une décision des bourgmestres, on doit fermer les crèches aussi parce que les gens ne comprendraient pas que les tout petits, on ne s'en préoccupe pas. Donc là quand même une surenchère qui s'est faite. Il y a une surenchère, oui, mais pas entre bourgmestres. Ça, c'est pas au niveau régional que ça s'est passé. On a beaucoup parlé de fusion des polices à la demande des partis flamands. Vous êtes battu contre la création de la zone Bruxelles-Ixelles. Ixelles ne trouvant pas sa juste place là-dedans. Ça se passe mieux maintenant? Mais ça se passe mieux parce que, je dirais, à force de dialoguer au sein de la zone, Ixelles a obtenu une réelle autonomie opérationnelle. C'est-à-dire, le souci en tout cas que j'ai toujours eu depuis le début de cette zone de police, c'est de préserver les intérêts du citoyen ixellois, c'est-à-dire d'avoir une police de proximité. Une police de proximité, c'est une police qui connaît les quartiers, qui connaît les familles, qui connaît les difficultés et qui peut donc faire de la prévention. Parce que c'est fondamental. La police, évidemment, elle fait de la répression, ce qui est normal, mais elle a aussi un devoir de prévention. Et c'est ça que vous vouliez préserver. Et c'est ça que je voulais. Mais avec une centralisation au niveau de la zone, ce n'était pas possible. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes, des petites questions rapides. Vous avez 70 ans, oui. Votre parti se bat contre la retraite à 67 ans, donc vous auriez bien prolongé encore un peu? Non, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'accord, j'aurais probablement terminé la législature. C'est qui votre successeur au PS ixellois? Ah, mais il n'y en a pas. Vous savez, je ne suis pas Louis XIV, je ne peux pas dire que c'est Pierre-Paul ou Jacques. Hein. Non, non. Il y a Diallo, Caroline Désir. Il y a Caroline Désir, il y a peut-être encore, d'ici les 3 ans, d'autres têtes qui vont émerger. Mais vous savez, une succession, ça ne se prépare pas comme ça, on ne désigne pas, il n'y a pas de dauphin, c'est quelqu'un qui doit émerger de lui-même. Alors, un conseil à Dominique de Fourny qui vous succède, elle prête serment officiellement le 4 janvier, mais on sent bien qu'elle va déjà reprendre les rênes de la commune. Oh, le seul conseil que je peux lui donner, c'est d'être, je dis un peu comme moi, à l'écoute d'abord, avant de décider, mais c'est bien écouter les gens et mesurer le pouls de leurs préoccupations. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau pour cette dernière prestation comme bourgmestre. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Emmanuel Deboc et Isabelle Durand. Et puis, ce sera la dernière émission présentée par Fabrice Grosfilet sur notre antenne. On lui souhaite vraiment bonne chance pour son nouveau challenge professionnel. Et puis, on avait envie de le remercier pour tout ce qu'il a apporté à notre rédaction pendant ces quelques années. Voilà, merci Fabrice et puis bonne fête à tous.